un temps, ce qui explique que Dracula ait pu s'installer pour manger au milieu des corps. Mais contrairement à ce que dit la légende, je ne pense pas qu'il buvait le sang de ses victimes. Vlad n'était ni vampire ni cannibale. L'objectif de ces gravures, réalisées par les Saxons, est clair. Associer à jamais Dracula au mal absolu. Ces gravures sur bois relèvent de la propagande. Les Saxons n'hésitaient pas à payer pour les voir, tout en sachant qu'ils seraient pris de nausées. Après la chute de Brassov, Dracula se tourne vers l'Empire ottoman. Cette superpuissance musulmane s'étend alors jusqu'aux frontières de la Valachie. L'Empire ottoman lorgnait vers l'ouest. Il cherchait en Europe le prochain territoire à conquérir. Il pensait ne trouver en Valachie qu'une résistance sporadique. Rien ne devait les arrêter. Mais Dracula est déterminé à résister. Il construit de nouvelles citadelles tout le long de la frontière. Il érige des édifices stupéfiants de briques et de pierres. 5 siècles plus tard, il n'en reste à première vue plus grand-chose. Quelques vestiges tapis dans le sous-sol de Bucarest trahissent ce qui a été l'un des plus grands palais de Dracula. Un édifice à l'image de son règne glorieux, ayant sombré depuis dans l'oubli. On imagine toujours Vlad Dracula comme un guerrier sanguinaire, mais c'était également un fin stratège. Il savait que Bucarest était le point de pivot du commerce de toute la région. Vlad III sait que les Turcs menacent de prendre le contrôle des routes commerciales. Il fait construire un palais en toute hâte grâce aux plus grands spécialistes du moment. Il a fait venir des maçons de Transylvanie, ainsi qu'environ 1 millier d'ouvriers pour s'assurer que son nouveau palais voit le jour très rapidement. Les fouilles pratiquées dans ces tunnels ont révélé une construction compacte bâtie dans l'urgence. C'était plus une forteresse qu'un magnifique palais princier. Les souverains suivants y apporteront plusieurs modifications, mais les fondations du château révèlent son histoire. Regardez bien ce mur ici. Au milieu, on peut voir de la brique remontant à l'époque de Vlad III. De chaque côté, on aperçoit d'autres briques posées bien plus tard. C'est ce qui est le plus fascinant dans ce château. On retrouve assemblés des vestiges remontant au XIVe siècle, mais aussi au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et au XIXe siècle. Grâce aux découvertes archéologiques et à la technologie informatique, nous sommes en mesure de redonner vie à cet édifice. Il s'agit d'un véritable quartier général destiné à superviser la protection de la frontière. La Valachie est désormais entièrement sous contrôle. Mais les Ottomans, ses nouveaux ennemis, se massent à la frontière. Dracula, le tyran sanguinaire, est sur le point de devenir l'un des champions de toute la chrétienté. Ces fortifications vont être mises à rude épreuve. Sa principauté étant désormais sécurisée par de nombreuses places fortes, Dracula élabore son plan. Rééditant une de ses tactiques favorites, il reçoit dans son palais de Tirgovitch une délégation de Turcs ottomans. De l'autre côté de la frontière, une armée s'est massée et menace directement l'Europe chrétienne. Si l'on en croit la légende, les Ottomans demandent une rançon au souverain valaque. C'est une insulte. Par respect pour leur tradition, ils n'ont pas enlevé leur turban. Vlad se sent à nouveau insulté. Il leur demande la raison d'un tel comportement. Dracula leur dit alors qu'ils garderont leur turban à jamais. Il ordonne qu'on les leur cloue sur la tête.
Au cours de l'hiver 1461, la guerre éclate entre les deux camps. Dracula envoie ses troupes frapper derrière les lignes ennemies avec une vélocité et une violence inouïes. Tous ceux qui se dressent sur leur chemin sont passés par les armes. Vlad III ne pouvait pas rester à distance des batailles. Il se devait d'y participer pour que sa souveraineté soit reconnue. Il retourne à l'abri des fortifications de Tergovishte, où il écrira en 1462 un message de demande de soutien aux États chrétiens, voisins et alliés. Afin d'illustrer son succès militaire, il y joint 23 884 nez tranchés à vif sur les visages des ennemis. Le sultan Mehmet, lui-même guerrier féroce, se prépare à l'affrontement. Il réunit une armée qui surpasse de 2/3 celle de Dracula. Malgré les solides fortifications de Tirgovishte, Vlad sait qu'il ne peut pas se laisser assiéger. Les deux seules façons de faire tomber une place forte étaient soit l'envoi d'un espion qui ouvrirait les portes de l'intérieur, soit le siège pour affamer l'ennemi. Les vivres stockés dans l'enceinte du château permettaient de résister à un siège de quelques semaines, mais certainement pas à un blocus de 3 ans. Vlad doit changer de tactique et passer à l'attaque. Mehmet était un précurseur de la guerre psychologique. Mais face à Dracula, il a trouvé son maître. Vlad utilise des techniques de guérilla sanglantes. Il se cache dans la forêt et surgit avec ses troupes pour livrer une bataille éclair avant de disparaître. Il restait toujours en mouvement, tel un grand requin blanc. L'armée turque progresse, mais Dracula se lance dans une campagne de déstabilisation. Il attaque la nuit, empoisonne les vivres, brûle les cultures et va même jusqu'à infiltrer les rangs ennemis par des hommes atteints de maladies contagieuses. La guerre psychologique menée par le prince Valak atteint son apogée au pied des murailles de Tirgovishte. Il abandonne son palais à l'ennemi, mais quand les Turcs y pénètrent, ils se retrouvent en plein cauchemar. Ce jour-là, Mehmet donnera à Dracula un surnom qui restera gravé dans l'histoire. Kazikli Bey, le souverain en pâleur. Mehmet himself, who was Mehmet lui-même, qui n'était pas un enfant de cœur, a préféré fuir. La vue de ces 20 000 cadavres empalés à divers stades de décomposition, cela a suffi à semer la débandade parmi les troupes ottomanes. Traumatisé, le sultan bat en retraite et laisse à ses subordonnés le soin d'affronter Dracula. Et cette fois, le prince est acculé. Il doit se retirer dans son nid d'aigle de Poenari, le château de Dracula. La configuration des lieux rend impossible toute attaque frontale. Mais les soldats turcs, à leur tour, se livrent à des incursions violentes. Prise de panique à l'idée d'être torturée à mort, la femme de Dracula elle-même se jette dans la rivière serpentant 500 mètres plus bas. Ce drame porte un coup terrible à Dracula. Mais il n'abandonne pas. Il ne se laissera pas prendre par l'ennemi. À quelques kilomètres du château, dans le village de Poenari, les archéologues ont découvert des indices de la fuite de Dracula. Stimați oaspeți, cu permisiunea dumneavoastră,
Ces villageois étaient très fiers d'avoir écrit une page de l'histoire et aidé à mettre les Turcs en échec. Ils imaginent un plan judicieux destiné à leurrer l'ennemi en lui faisant suivre une fausse piste. Ils ferrent leurs chevaux à l'envers et organisent la fuite de Dracula à la tombée de la nuit. En découvrant les empreintes, les Turcs pensent que des cavaliers sont entrés au château alors que Dracula vient de le quitter. Vlad s'exile alors en Transylvanie. 10 ans plus tard, il revient réclamer son trône. Il est de retour dans son palais de Bucarest et se prépare à repousser férocement l'invasion ottomane. Mais il n'y parviendra pas. C'est la fin de son règne. La mort de Dracula reste un mystère. Si on en croit la légende, il aurait été tué au combat, mais on ignore tout des circonstances de son décès. Personnellement, je pense qu'il a été assassiné. Toujours selon la légende, Dracula aurait été inhumé ici, dans le monastère de l'île de Snagov. Autrefois entouré d'épaisses murailles, il a ensuite servi de prison. On y enfermait les traîtres et on dit que l'île était couverte d'ossements humains. De nos jours, il est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les fans de Dracula. Il reposerait dans une tombe sous l'autel, sans sa tête, expédiée au sultan turc afin de lui prouver la mort du tyran. Les historiens ont longtemps été persuadés que la dépouille de Vlad se trouvait à Snagov, mais sa tombe ne contient que des ossements de chevaux. L'exhumation du tombeau de Dracula a prouvé qu'il ne reposait pas ici. Personne ne sait où il a été inhumé. Malgré sa cruauté, Dracula restera l'un des héros de l'histoire roumaine. C'est en quelque sorte un chevalier blanc. C'est comme ça que les Roumains le voient. Il s'est battu pour la liberté, c'est un patriote, un homme du peuple. Vlad Tepes était le dernier grand bâtisseur de Valachie. Peu après sa mort, les Turcs ont pris le contrôle de la région et interdit la construction de toute fortification. Les châteaux de Dracula sont les témoins d'une liberté perdue. Le palais de Târgoviște, qu'il a reconstruit entièrement. Le château de Bucarest. Et l'inaccessible nid d'aigle de Poenari, considéré comme le vrai château de Dracula. Chacun a laissé une marque indélébile, un témoignage du règne de Dracula dans les livres d'histoire, mais aussi dans la mémoire de tout un peuple.